Sunday Night Production. Sylvain a connu une enfance difficile, marquée par l'ombre d'un père violent et manipulateur. Pour trouver un peu de réconfort, il s'est réfugié dans la nourriture. Mais cette consolation s'est très vite transformée en chaîne. Il a pris du poids, jusqu'à devenir obèse. Au collège, la différence de Sylvain le rendait vulnérable et facile à intimider. Débute un cycle d'harcèlement, renforçant son sentiment de honte et l'incitant à se tourner davantage vers la nourriture pour apaiser ses douleurs. Cependant, un changement inattendu est survenu dans la vie de Sylvain, la découverte de la course à pied. Mais on ne devient pas un coureur sans surmonter quelques difficultés. Mais cet apprentissage s'est révélé être pour lui un véritable refuge, capable de canaliser ses émotions tout en l'aidant à appréhender sa propre image. Au printemps 2003, je suis à l'école en classe de CM1. Donc j'arrive le matin, c'est ma mère qui m'amène. Et voilà, commence ma journée normale où j'étudie, tout se passe bien, j'ai des amis. Et puis voilà, c'est la sortie de l'école. Et là, je vois qu'il y a la cohue devant le portail. Je comprends pas trop ce qui se passe, on m'attrape par la main. On m'amène dans une salle en haut de l'école. Et voilà, je suis entouré de psychologues. Et puis 1 heure plus tard, il y a la police qui vient me chercher. 3 policiers. On me met dans une voiture de police et on m'amène au commissariat. Ce jour-là, je pense que je vais sortir de toutes les violences familiales que j'ai rencontrées depuis des années. Je décide de me confier aux policiers, leur dire la vérité sur toutes les atrocités que m'a fait subir mon père, en me disant que voilà, on va enfin pouvoir m'en écarter, sauf que non. Mon père arrive à manipuler les policiers en une 30aine de minutes. On me croit pas et on m'attrape, on me place dans la voiture de mon père. Ce jour-là, c'est terrible parce que mon père, il est au courant que j'ai dit la vérité. Mais voilà, mon père, il me dit, je pense que tu as subi assez de choses pour aujourd'hui, on va rentrer à la maison et ça recommence. Et le bourrage de crâne continue. Le lendemain matin, je retourne en cours comme tout le monde, comme si de rien n'était. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé à prendre du poids. Je vais en prendre de plus en plus pendant plusieurs années. Il commence à y avoir quelques moqueries légères à ce moment-là. Je suis pas encore dans l'obésité. Et puis le regard des autres, il a un peu changé puisque la police est venue me chercher. On se demande qu'est-ce qui se passe. Personne n'a vécu cette situation avant, même les enseignants, le directeur. Et ça, c'est le début d'une prise de poids pour moi, une prise de poids émotionnelle par rapport à toutes les violences que je subis. Et je me réconforte dans la nourriture petit à petit. C'est le seul réconfort que je trouve. Je commence à manger. Et je vais commencer à prendre beaucoup de poids. La relation avec la nourriture que j'ai, au début, elle est vraiment émotionnelle. C'est-à-dire que moi, c'est mon réconfort. Avant, je mangeais comme tout le monde. J'étais, on va dire, faim, une personne normale. Et là, du coup, ça change totalement. Juste, je commence à manger pour combler ce mal-être que j'ai en moi. C'est vraiment une alimentation réconfort. À ce moment-là, du coup, mes parents ils sont séparés. Donc ma mère cuisine beaucoup. J'ai tendance à manger des bons petits plats. Par contre, chez mon père, tous les soirs, c'est pizza. Tous les midis, c'est pâtes. Et ça, c'est le repas que j'ai à chaque fois que je vais aller chez mon père. Non seulement je vais manger parce que j'ai tous ces traumatismes, mais en plus de ça, l'alimentation n'est pas équilibrée et adaptée à un jeune de cet âge-là. La fin de la scolarité primaire, elle est vraiment difficile parce que les violences continuent. En février 2011, ça va être le moment où je vais enfin dire la vérité au juge. Mon père pense que je vais répéter sa version. Ma mère ne sait pas vraiment, l'avocate ne sait pas vraiment. Moi, j'arrive dans la salle du jugement. Je répète une dernière phrase que m'a forcé à dire mon père. Ma mère vient me dire bonjour et je lui dis non, je parle pas aux menteuses. Ce jour-là, tout le monde est en panique. À quelques minutes de l'audience, on se dit mais qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire la vérité, il va dire la version de son père. Et moi, en rigolant un peu, je dis à mon avocate non, mais vous inquiétez pas, il m'a juste forcé à dire ça, mais moi je vais dire toute la vérité. Et ce jour-là, du coup, je dis la vérité.
Je me confie sur les violences familiales, les coups qu'il a portés sur ma belle-mère, ces moments où il a forcé à se faire prostituer, où j'en étais témoin pendant quelques années. Et puis voilà, les lettres, les appels, tout ce bourrage de crâne qu'il y a eu pendant plusieurs années pour qu'il puisse essayer de gagner les procès. Donc je dis la vérité et à ce moment-là, je le sais pas, mais c'est le dernier jour où je vois mon père, en février 2011. Mais mon père, il a plus le droit de m'approcher jusqu'à mes 18 ans. Donc on me fait partir avant même la fin de l'audience, avant même que mon père soit attendu. Il y a tellement de témoignages accablants. Je pars par une petite porte dérobée pour pas qu'il puisse, on va dire, nous embêter à ma mère et moi. Je pars. Et moi, je me sens libéré. Enfin, je me dis, je vais plus le revoir. Et sauf que là, c'est le début d'autres problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de traumatismes. Et je vais continuer de manger et puis arrive ensuite l'entrée au collège. Les blessures qu'on a pendant l'enfance, c'est pas des blessures anodines. Moi, elles m'ont suivi encore de nombreuses années. Et c'est pour ça que justement, que quand j'arrive au collège, je suis isolé, je suis seul, parce qu'au final, c'est juste ce qu'a voulu m'apprendre mon père, à m'isoler pour pas dire la vérité. Et ça m'a traîné pendant des années. Ensuite, moi, j'ai mis longtemps avant de m'en remettre, déjà faire le deuil de tout ça, avant de me reconstruire. Quand je rentre au collège, du coup, je suis isolé, je suis seul, j'ose pas trop me confier, je reste dans mon coin. J'ai pris pas mal de poids et puis pour éviter les remarques, même s'il y en a, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me strapper les seins, parce que c'est des seins que j'ai. Et voilà, pour essayer d'éviter les critiques, c'est des petits réflexes du quotidien. Quand je prends mon cartable, je ramène, on va dire, mes lanières sur mes seins pour cacher. Je mets mes mains devant et je tiens mon cartable comme ça. C'est des petits stratagèmes au début, je comprends pas vraiment pourquoi je me fais moquer. Et à l'adolescence, j'ai un rapport au sport qui est un peu difficile parce que forcément je suis différent des autres, mais j'ai toujours aimé ça. Je suis fan de sport depuis mon enfance. J'ai toujours vu mon père regarder énormément de compétitions sportives, même s'il n'en faisait pas. Depuis tout jeune, j'étais devant la télé. Je me remémore les grandes compétitions, les JO en 2008, les phases finales de Coupe du Monde. Toutes ces choses-là, je m'identifie à beaucoup d'athlètes. Un de mes plus grands souvenirs d'enfance, c'est voilà, de regarder les JO de VTT en 2008 où je vois Julien Absalon et Jean-Christophe Perrault faire le doublé sur l'épreuve de VTT et moi je suis devant ma télé en train de faire du vélo d'appartement à bloc, en train de m'identifier à eux. Donc j'ai toujours eu cette fibre de sport. J'adore le sport mais c'est assez difficile puisque j'ai des kilos en trop. Donc c'est pas toujours des moments très agréables. Du coup de 2009 à 2012 j'ai été suivi dans un institut spécialisé pour les jeunes enfants en situation d'obésité. J'avais des rendez-vous tous les mois. En parallèle, j'ai même effectué des stages de 1 semaine pour essayer de m'en sortir sans jamais vraiment trouver la solution parce qu'en fait, le problème, c'était pas vraiment l'alimentation. Je savais ce que je devais manger, je savais qu'il fallait manger des légumes, une portion de féculents, de protéines. Mais moi, j'avais tous ces problèmes qui fait que j'avais juste perdu confiance en moi. Et l'accumulation de l'échec, cette sensation d'être dans l'obésité depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça avait pris le dessus et juste je me sentais plus capable de m'en sortir. Et c'est ça qui fait que pendant ces 3 années-là, j'arrive pas à m'en sortir. À partir de 2012, j'en ai marre d'être suivi par des psychologues, par des spécialistes de la nutrition et je dis à ma mère que voilà, je veux être tranquille, je veux tourner la page, je veux être un ado un peu comme les autres au final. Donc de 2012 à 2016, je vais plus du tout avoir de suivi. Et je vais me gérer tout seul, essayer de faire face un peu à tous ces traumatismes et garder la tête haute. Il y aura beaucoup de bas et quelques hauts, mais à chaque fois que je perds un peu de poids, j'en reprends le double et je m'en sors pas. Du coup, jusqu'à mes 16 ans, les moqueries, elles s'amplifient de plus en plus au collège. C'est un milieu où tout est prétexte pour être moqué. Moi, j'étais moqué pour mon poids. Au début, c'était ce qu'ils appelaient des blagues. Et après, voilà, c'était des coups, on venait me pousser, on m'embêtait, puis des remarques, puis surtout l'accumulation de tout ça, en fait, de tous ces petits gestes. C'est quelque chose qui, moi, me conduisait à prendre encore plus de poids, à perdre confiance. J'avais l'impression que j'allais pas forcément m'en sortir, mais en même temps, je me disais que c'était possible parce que j'avais envie d'être un sportif et j'avais toujours ce sport où
où je m'identifiais à des athlètes, j'avais envie d'être un athlète en fait. J'avais envie de m'en sortir, d'avancer. Juste pour l'instant, je me sentais pas capable de trouver la solution. En 2016, je rentre en seconde et l'élément déclencheur, il va être double. C'est qu'à ce moment-là, j'atteins les 99,8 kg. Le déclic, il est là parce que pendant toute mon enfance, j'ai entendu ma mère qui a eu des problèmes de poids me dire « Ah ben j'ai jamais passé les 100 kg ». Et du coup, je pense que inconsciemment, le jour où je vois 99,8, je me dis « Je peux pas passer les 100 kg ». Et ce jour-là, en parallèle, il y a un meilleur ami, il y a un ami qui n'était pas encore mon meilleur ami à ce moment-là, dans ma classe, qui vient, qui me dit « Bah écoute, voilà, c'est bientôt l'été, moi j'ai envie de me reprendre en main. Viens, moi je vais courir, si tu veux, tu peux m'accompagner à vélo. » Et je lui dis « Bah écoute, si tu vas courir, je viens courir avec toi. » Et en fait, ça part d'une main tendue, ça part de plus se retrouver seul, de trouver un binôme, de plus être seul. Et ce jour-là, le soir, on va à la piste d'athlétisme et on fait un tour de piste, 400 mètres, et on s'écroule. Lui, il n'était pas en situation d'obésité, mais il n'était pas entraîné non plus, donc on s'écroule ensemble et on est tous les deux dans la même galère. Moi, comme je l'ai dit, depuis mon enfance, je suis fan de sport. J'ai cette image du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques qui est mythique. J'ai même pas conscience qu'il existe un semi-marathon, un marathon et même un Ironman. Et je me dis, 10 000 mètres, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, je vois qu'il y a le 10 km de Montpellier et je lui dis, bah voilà, là, on a 6 mois. Est-ce qu'on n'irait pas faire 10 km ? Ce serait énorme. Donc on se lance dans ça. Et puis à deux, petit à petit, une fois par semaine, au début, c'est pas beaucoup. On va s'entraîner un peu plus, augmenter la distance. Puis après, on y va 2 fois par semaine. Sans que ce soit trop régulier, c'est vraiment au feeling que ça se détermine. Du coup, la préparation, c'est un peu n'importe quoi. Et nous, on va juste, au début, courir 5 minutes, après 10 minutes, et à la fin, on fait quelques exercices de renforcement musculaire où juste on se challenge à se dire, bah allez, on fait 10 pompes. Puis mon ami, il en fait un peu plus que moi parce qu'il était un peu plus entraîné. Mais c'est juste des petits défis comme ça entre nous. On va toujours s'entraîner à deux, on n'y va jamais seul. Et ce qui est bien, c'est que tous les moments où c'était difficile, il y avait toujours un pour motiver l'autre. Et au début, c'était surtout lui qui me motivait plus que moi. Donc on était à deux, on n'était plus seul, on avançait, on n'avait plus le choix, on avait mis une date aussi, un objectif. Et puis voilà, la veille, on va récupérer le dossard ensemble. C'est un moment particulier, ouais, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, mais en même temps, on sait pourquoi on est là, on sait que ça fait 6 mois qu'on en rêve un peu. C'est un objectif énorme à ce moment-là. Donc on se prépare et le matin, on fait juste une petite photo où du coup, moi, je suis encore en obésité à ce moment-là parce que forcément, la préparation, c'est pas une préparation d'athlète de haut niveau. J'ai même pas couru plus de 30 minutes et je continue à manger énormément. Mais déjà, juste de se dire qu'on va aller le finir, qu'on va le faire. Mon ami Vincent, ce jour-là, il va le faire en 44 minutes. Moi, je vais le faire en 1h01. Et voilà, quand il termine, il vient me voir, il m'encourage. Le premier tour, il passe bien. Le deuxième tour, c'était beaucoup plus dur. Je me rappelle que je termine même pas le premier tour que les premiers me doublent. C'est-à-dire, ils avaient déjà fait 10 km quand moi, je passe aux 5 km. Ça, c'était très marquant. Du coup, voilà, je passe l'arrivée, je vomis, tout simplement. J'ouvre une poubelle et je vomis. Je suis au bout de l'effort, j'ai tout donné, j'ai sprinté. À ce moment-là, je suis plutôt dans les derniers de la course quand je termine en 1h01. Mais c'est vrai que moi, je suis super content parce que c'est un défi tellement énorme de se dire j'ai fait un 10 000 mètres, quoi. C'est même pas un 10 km, c'est un 10 000 mètres parce que j'ai vraiment l'image de ce 10 000 mètres sur la piste au JO. Et c'est formidable, quoi. Moi, je vois mon copain qui vient m'encourager quand je termine. On est tous fiers ce jour-là. Lui, il est fier de lui et moi, je suis fier de moi parce que même si je perds pas de poids, je commence à m'en sortir. Je fais le premier pas et je sais que je commence à prendre du plaisir quand je cours. Et puis surtout, je goûte enfin à la victoire parce que pour moi, terminer, c'est une victoire ce jour-là. Et puis c'est incroyable, quoi. Ce jour-là, je commence à me rendre compte qu'en fait, si je commence à m'entraîner, à me donner un objectif, je suis capable de sortir de ces difficultés-là. Le lendemain de la course, c'est vraiment difficile. J'ai des courbatures. Je sens que quand même, je subis mon obésité. Je subis. Mais assez vite, on va continuer à se fixer cet objectif. Et en fait, l'année suivante, on se dit, on va se réinscrire aux 10 km de Montpellier. On va repartir.
Et cette année, elle est vraiment très dure parce que moi, je m'en sors toujours pas, hein, malgré qu'on fait du sport. Et je vais terminer en mettant 1 minute de plus, en mettant 1h02. Et mon objectif que je m'étais donné, c'était de ne pas me faire dépasser sur le premier tour par les premiers, mais je me suis fait dépasser. Et je termine avec 1 minute de plus. Et là, c'est un vrai déclic, quoi. Au bout d'un an, je me suis dit, attends, ça fait 1 an que tu cours, même si c'est pas beaucoup, t'as pas trop progressé. Et là, c'est la première fois où je me remets peut-être un peu en question. Où je me dis, t'arrives, t'as 18 ans, t'as pas progressé. Enfin, il faut avancer, quoi. Il faut essayer d'aller baisser les chronos à ce moment-là. Surtout que je vois que Vincent, lui, a un peu progressé. Et moi, je suis un peu seul dans mon échec à ce moment-là. Donc, je me blesse. Je me blesse parce que je suis en obésité. Je subis beaucoup sur les articulations au bas du corps. Et ça va être une rencontre où donc ma kiné qui me dit moi j'ai un petit club de sport dans un village à côté. Si tu veux, tu peux venir essayer. Et je dis allez, j'y vais. Et puis ce jour-là, j'ai tellement de motivation, quoi, de me dire je vais aller dans un club, c'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais eu ça en athlétisme ou en course à pied. Enfin, c'est de la course à pied, c'est un petit club de village. Ce qui fait peur quand on s'inscrit dans un club de course à pied, c'est qu'on se dit on va peut-être être le plus nul, le dernier, le petit gros au final que j'ai toujours été. Et moi j'avais une grosse appréhension ce jour-là de me dire tu vas pas suivre ou quoi. Et au final j'ai trouvé que des personnes bienveillantes qui m'ont accueilli. Et vraiment en fait toutes ces personnes-là, ils avaient l'âge de ma mère ou de mon père et ils ont vu arriver un petit jeune, ils ont commencé à m'aider, à me motiver, tout simplement à sortir de cette spirale négative. C'est eux qui après tous les week-ends me disaient viens faire cette course, on est temps à la faire, viens partager ça avec nous. Puis après tu partages un petit apéritif, un petit truc comme ça, une petite bière. Et juste c'est formidable, quoi, de trouver un collectif, de plus être seul aussi, hein, même si j'étais avec Vincent avant. Là je trouve vraiment un collectif où la motivation elle est décuplée. Et surtout le fait d'y aller tous les mardis et mercredis, c'est une progression folle. Donc là je commence à me rendre compte que je m'en sors. Mais y a toujours du harcèlement. Il y a toujours du harcèlement. Et à ce moment-là, je peux pas l'expliquer. Je commence à me dire tu vas pas t'en sortir, quoi. Tu peux pas t'en sortir. Et le seul moyen que pour sortir de l'obésité, je me dis il faut que j'arrête de manger. Et je mange juste une tomate et une boîte de thon par jour, le midi. Au début, ça se passe très bien. J'arrive à continuer à faire un petit footing. Puis après, je suis pas attentif à l'école. Quand je rentre, je me couche le plus tôt possible. J'essaye de cacher ça à ma mère. Elle s'en rend pas compte au début. Et ce qui va être terrible, c'est que je vais perdre du poids d'une manière assez folle, hein. Je vais perdre 16,5 kg en 1 mois. Le problème, du coup, quand j'ai ces troubles alimentaires, où au final je commence à me comporter un peu comme une personne anorexique, où je regarde toutes les calories, tout, je pèse tout, voilà, je regarde tout simplement, c'est que ça marche. Je perds du poids d'une manière assez fulgurante et tout le monde m'encourage, tout le monde me dit Sylvain, depuis que tu fais du sport, c'est génial. Donc forcément, moi je me dis c'est super ce que je fais, quoi. Et je m'en rends pas compte, mais je suis en train presque de basculer dans l'anorexie. Le déclic, il va être le jour, 1 mois après, où je me penche au-dessus des toilettes et je fais le geste que font les personnes anorexiques pour se faire vomir. Et au moment où je me retrouve au-dessus des toilettes, je me dis là, ça va pas, quoi. En sachant que ce jour-là, j'ai fait ce geste parce que j'avais mangé un morceau de fromage. Donc quand on arrive à ce point, c'est vraiment difficile, et ce comportement, je le retrouve 1 an après dans le livre de Marine Noré que j'ai lu. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué où elle a dit c'était juste devenu un jeu. Et moi, pendant 1 mois, c'était un jeu. Je me pesais 10 fois par jour. Dès que j'allais faire pipi, je me pesais. Dès que j'allais à la selle, je me pesais. Tout le temps, je me pesais. Des fois même, je m'empêchais de boire en pensant que c'était juste le chiffre qui descendait, quoi. C'était bien. Et je pensais qu'aux chiffres, je pensais pas à ma santé. Et j'ai eu la chance que ma croissance n'est pas arrivée à ce moment-là parce que ça aurait pu être dramatique. Sur la fin de l'année, du coup, j'ai ma croissance qui arrive, donc croissance tardive, hein, vers mes 17-18 ans. Et du coup, je prends 15 cm en plus d'avoir perdu 15 kilos.
Donc forcément, ma silhouette, elle a totalement changé. Et même si j'ai eu une perte de poids qui était pas bonne, je peux pas nier le fait que le progrès en course à pied, il est là parce que j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos et d'ailleurs, cette année-là, je vais petit à petit multiplier les distances où je vais faire 10, 20, jusqu'à 30 kilomètres. Et puis en fin d'année, je me réinscris aux 10 kilomètres de Montpellier que je vais boucler en 44 minutes, comme Vincent l'a fait la première année. Et puis je me dis, c'est formidable parce que voilà quoi, t'as fait 44 minutes, c'est un chrono que j'aurais jamais espéré faire avant, quoi. Ça tombe un peu de nulle part. Et en fait, dans ce petit club où j'ai trouvé plein de personnes inspirantes, ils avaient un rendez-vous de fin d'année qui était la Saint-Élion. Et du coup, je les entendais partager des récits de trail. Et moi, je commence à tomber là-dedans en m'inscrivant sur les courses de village. Et puis, en fin d'année, ils me disent, il y a un 60 km, Sylvain, viens avec nous. Et puis, ça paraît fou parce que moi, une année avant, je fais le 10 km en 1h02. Et là, on me dit, viens, on va faire un 65 km avec 2000 de dénivelé positif. Ça va être une expérience formidable. Et du coup, je me prépare avec eux pendant l'été. Je me prépare et puis j'y arrive voilà, le jour de cette course où de nouveau je retrouve Vincent qui est avec moi. À chaque fois, on a toujours avancé à deux et puis il y a tout le groupe. On partage un moment convivial, on mange tous ensemble. Toute cette famille au final que j'ai trouvée dans ce club de course à pied. Et puis c'est le départ de cette course folle. Un 65 km, ça a été tellement vite. Le jour de la course, je pars accompagné du président du club avec qui je vais faire les 40 premiers kilomètres. On va être toujours ensemble, il me laissera jamais seul, jusqu'à un petit moment où je lui dis écoute, je vais m'arrêter à faire pipi. Et en 1 minute, il prend le mauvais chemin. Pendant cette minute où je m'arrête, il prend le mauvais chemin et moi, quand je reviens, j'accélère et je vois que je reviens jamais sur lui en fait. Je reviens jamais sur lui et là il me reste 25 km, je suis seul, c'est une course où il n'y avait pas énormément de monde et je vais passer 25 km à être seul face à moi-même, face à mon corps, même si j'ai perdu du poids, voilà, c'est quelque chose de nouveau à 19 ans de faire un 65 km quoi. Et au 45e kilomètre, je sens que petit à petit je me rapproche du point de bascule où je vais y arriver. M'arrive le 50e et là, je contrôle plus. Et je me mets à pleurer. Je cours en pleurant pendant près de 5 km. Je suis tout seul à courir. Mais je pleure parce que je me dis putain, tu vas le faire, quoi. Tu vas le faire, c'est... Enfin, 65 km, c'est tellement énorme. C'est... Pour le petit gamin qui était obèse encore il y a 8 mois, même si j'en suis sorti de la mauvaise manière, je sais que voilà, j'ai affronté ça. Et puis... Les kilomètres, ils défilent, je m'arrête pas, et puis je termine cette course, c'est en 10h33. Je termine ce 65 km en 10h33. Là, c'est vraiment ma première très très grande victoire. Parce que c'est quelque chose que mes harceleurs ne peuvent pas faire. Et à partir de ce jour-là, ils ont presque plus rien à me dire, il y a presque plus rien qui peut m'atteindre, parce que les gens de mon âge ne font pas ça. Toutes les remarques qu'il y a... je suis au-dessus de ça maintenant. Je suis au-dessus, j'ai fait quelque chose qu'ils peuvent pas faire. Et même si demain je rebascule dans l'obésité, qu'ils aillent le faire à ma place. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai eu l'impression que cette perte de poids, ça m'a aidé à... Enfin, je pensais que ça m'aidait à contrôler les choses. C'était juste, je subissais le harcèlement, je subissais ces traumatismes avec mon père. Et c'était émotionnel, j'étais dans cette spirale négative où j'étais dans l'échec constant. Pendant près de 8 ans de ma vie, de mes 10 à 18 ans, j'ai eu l'impression d'échouer tous les jours de ma vie. Et je subissais tout ça, même quand j'ai arrêté de manger, je le subissais, c'était juste le regard des autres, essayer de répondre à ça, essayer de me sentir mieux, essayer de faire quelque chose que j'avais jamais réussi à faire. Et d'ailleurs, c'est jamais quelque chose qui dure parce que le jour où il y a eu cette bascule où je me suis penché au-dessus des toilettes, j'ai de suite repris des kilos parce que j'ai repris une alimentation plutôt normale, on va dire. Et sans retomber dans l'obésité, je me suis rendu compte au bon moment au final que c'était pas la bonne chose parce que forcément le jour où je me serais fait vomir pour la première fois, il y en aurait une deuxième, il y en aurait une troisième et ça aurait continué, j'aurais basculé dans l'autre extrême et même si à ce moment-là j'étais
j'étais pas encore anorexique au niveau de mon poids, j'avais un comportement d'anorexique depuis un mois et j'étais en train de tendre vers ça. Donc le déclic, il est intervenu au bon moment pour pas que ce soit pire, on va dire. Après ce trail, du coup, j'ai une euphorie énorme parce que j'ai réussi un truc de fou. Je me sens capable de tout surmonter. Et le week-end d'après, je m'inscris sur une petite course de village, un 6 km, tout ce qu'il faut pas faire. Et je pars en sprint et ce jour-là, je me blesse. Et en fait, je me rends compte que même si je fais du sport depuis maintenant quelques années, mon corps, il est pas suffisamment renforcé. Et en parallèle de cette préparation trail, en 2019, j'ai suivi l'aventure de Nicolas de la chaîne Running Addict, qui se préparait pour les championnats du monde 70.3 à Nice. Et en fait, en parallèle de cette aventure, j'ai commencé à découvrir le triathlon. J'ai commencé à me mettre ça en tête, de me dire en fait peut-être qu'un jour faudrait faire du triathlon, à m'intéresser à la distance half, à m'intéresser à la distance Ironman. Et ce moment où je me blesse, je me dis peut-être que le trail c'est encore un peu trop dur pour toi, t'es encore jeune, multiplier les distances c'est pas la bonne solution. Fonce vers le triathlon où tu vas retrouver la natation et le vélo qui sont des sports portés, et ça va t'aider à te remuscler, à continuer à progresser tout simplement. Et puis dans cette phase où je suis blessé, je me convainc d'un coup que je vais aller le faire quoi. Je me dis je vais le faire. Et assez naturellement, je m'inscris sur le Alpha Ironman de Nice en venant de nulle part pour l'année 2020. Je m'inscris en 2020 sur le Alpha Ironman de Nice. J'ai même pas de vélo, j'ai pas nagé depuis 10 ans. Juste je cours, mais je me dis je vais pouvoir préparer ça et ce sera un truc énorme faire un Alpha Ironman. C'est un truc de fou. Donc je me convainc moi-même de ça et le lendemain je retourne en cours. J'ai toujours quelques moqueries, même si elles sont plus aussi accentuées. Et ce jour-là, c'est là que je vais dire, vous verrez, celui qu'on a longtemps appelé Fatman deviendra Ironman. Ce jour-là, il y a tout le monde qui rigole, mais moi je rigole pas. Je sais qu'un jour je vais être Ironman, je sais que je vais terminer un Ironman, cette épreuve folle, parce que je l'ai vu à la télé, c'est un truc tellement hors norme, tellement fou dans le dépassement de soi, que je me dis j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour prendre ma revanche sur la vie, sur les violences familiales de mon père, sur tous ces jours où j'ai vu ma belle-mère se faire taper, se faire prostituer, puis même ce harcèlement que j'ai subi. En fait, juste ça va être ma revanche. Ça va être ma revanche de vie. Donc du coup, sur le début d'année 2020, je vais pas être très assidu. Et puis ce qui va se passer, c'est que y a le confinement qui tombe. Donc ça tombe très mal pour moi. Je sais pas si je vais pouvoir participer à ce Alpha Ironman. C'est une période où je m'entraîne pas du tout. Au final, sur le début de l'année, j'étais encore en convalescence de ma blessure. J'avais repris vraiment la course à pied en février. Et puis en mars tombe le confinement. Donc au final, quand on sort du confinement, ça fait plus de 6 mois que j'ai quasiment pas fait de sport. Et puis le jour où on sort, je me dis, voilà, maintenant t'as 125 jours pour terminer ton Alpha Ironman. Je cherche un peu un entraîneur qui pourrait m'aider. Sur un forum, je trouve Loïc Sébélieu, le frère de Laurent Vidal, triathlète de 7. Et je vois qu'il avait mis un petit message en disant voilà, si vous cherchez des plans d'entraînement, je peux vous aider. Donc je le contacte et je lui dis je viens de nulle part. J'ai 120 jours pour faire un Alpha Ironman, est-ce que tu peux m'aider ? Et à partir de là, il me prépare un plan d'entraînement où je vais commencer à m'entraîner régulièrement, surtout avec une détermination énorme d'aller prouver que je vais aller faire un Alpha Ironman, parce que en fait, depuis 6 mois, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. J'ai dit Fatman deviendra Ironman et maintenant on m'appelle Fatman, même si je suis plus forcément en obésité. Les critiques, elles restent. Je m'entraîne comme un fou, plus de 20 heures par semaine pendant tout l'été. Je prends pas de travail saisonnier exprès pour me dire je me consacre qu'à ça, à ma revanche de vie. Et puis 3 semaines avant, j'apprends que l'épreuve est annulée. Donc ça, c'est un gros coup sur la tête, parce que moi, je me suis entraîné très fort pendant des mois, au final, pendant presque 3-4 mois. Et j'ai pas l'occasion d'aller prouver que je suis capable d'aller faire un Alpha Ironman. Ce qui est déjà énorme, j'ai même pas fait un triathlon. Je vais découvrir sur un Alpha Ironman, mais je peux pas prouver aux gens. Et je reporte du coup mon Alpha Ironman pour 2021.
Ce sera sur le 70.3 d'Aix-en-Provence. En septembre 2020, du coup, c'est dur de se remobiliser. Je vois les jours passer, je me remémore le jour de la course où en fait je suis chez moi et je me dis là j'aurais dû être au départ, j'aurais dû faire un Half Ironman. Et non, j'y suis pas. Donc il faut se remobiliser, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, 1 ou 2 mois avant de me remettre en tête que vraiment, si je vais devoir retraverser tout ce que j'ai traversé pour juste aller décrocher quelque chose où j'étais prêt, on va dire. Donc je me remobilise pendant l'hiver et puis je m'entraîne de manière un peu plus régulière sans jamais que ce soit aussi bien qu'avant parce que j'ai des cours, je suis en alternance donc j'ai aussi des responsabilités au niveau de mon entreprise, j'ai pas mal de choses à gérer et c'est une préparation qui est très difficile. J'arrive pas bien sur la course, je sais pas si je vais terminer, alors qu'à Nice j'étais sûr de terminer, je me voyais même faire des bons temps. Là j'arrive à Aix, je sais pas si je vais terminer, mais je me dis écoute, voilà quoi, c'est le jour du Half Ironman, faut y aller. Le dimanche matin, je me réveille et du coup, je commence à préparer les dernières choses. Je déjeune un petit peu. C'est assez difficile quand on se réveille à 4h du matin. C'est la première fois aussi que je teste, tout simplement. J'ai jamais fait de triathlon et je découvre. Donc j'accroche mon dossard, je prends ma combinaison. Je vais au départ et puis là, le stress il monte parce que d'un point de vue logistique, un triathlon, c'est vérifier tous ses sacs, vérifier ses bidons. C'est quelque chose de nouveau, toute cette foule, cette ambiance Ironman qui est à la fois fabuleuse mais qui peut faire peur quand on est nouveau. Je me place proche du départ. Je sais que voilà, ça va être mon moment. La natation, ça va très bien se passer parce que j'ai une tendance à assez bien nager. J'ai fait quelques années de natation, 2 ans de natation quand j'étais plus jeune. Donc c'est le moment sympa de la journée, mais derrière, je sais que le vélo va être très dur. Je vois tout le monde me dépasser du coup à vélo. Parce que je sors plutôt devant dans le premier tiers chez les amateurs. Et puis là, tout le monde revient de l'arrière. Donc dans la tête, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que je me remémore le fait que quelques mois avant, j'étais prêt, que peut-être je me serais pas fait remonter comme ça. Et au final, dans cette course-là, je me trompe même un peu d'objectif. Je suis en train de me comparer aux autres alors que moi, je suis là pour mon combat, je suis là pour finir. Et je la savoure pas autant que je devrais la savourer, je lui donne pas l'importance que je dois lui apporter à cette finish line quand je la passe plus tard. Parce que j'ai souffert à vélo, j'ai souffert en course à pied, et au moment où je passe la ligne, je me sens déçu. Je me sens déçu de moi, de pas avoir eu une préparation optimale. Je le paye un peu tout ça, le jour de la ligne d'arrivée, mais en fait, j'arrive à... Quand je suis plus à chaud, j'arrive à me remobiliser. Et le jour où je termine ce Half Ironman, je me dis, d'un côté, je me dis, ça y est, maintenant, c'est l'Ironman, quoi. T'as fait la moitié, il te reste plus qu'une autre moitié, et puis ça va être l'année prochaine. Ce qui va être très bien, c'est que assez vite dans la foulée, ils vont annoncer la première édition de l'Ironman de Aix-en-Provence, la semaine d'après du Half. Et en fait, je vais très vite me mettre une date. Je vais pas me laisser le choix que de me dire, ça y est, maintenant, faut y aller. Maintenant, le 22 mai 2022, tu vas faire un Ironman. Donc, je m'inscris et puis, ça y est, c'est acté. J'ai l'engagement, j'ai plus le choix. Je vais devoir y aller, je vais devoir me préparer. Et puis dans un an, je serai un Ironman, quoi. Donc la préparation est de nouveau très difficile parce que cette fois-ci, je rentre en master. C'est ça aussi qui est beau, c'est que je rentre en master, je viens d'une filière professionnelle et le sport, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que je suis capable et que même si je voulais abandonner après mon baccalauréat professionnel, je me rends compte que si je travaille 2 ans de plus, travailler 2 ans de plus pour un objectif, c'est pas énorme. Donc, je vais faire un BTS et puis à la fin du BTS, je me dis, 1 an de plus, c'est quoi? Je fais une licence et puis à la fin, je me dis, allez, fais un master. Donc, ça m'a aidé pour tout, le sport, ça m'a aidé pour mes études, pour ma vie, pour ma revanche de vie. Mais forcément, c'est plus dur, c'est plus dur quand je suis en cours. J'ai plus du tout de harcèlement, d'ailleurs, même maintenant, au contraire, on commence à m'admirer. J'arrive, je dis, voilà, j'ai fait un Half Ironman, dans 1 an, je fais un Ironman. Enfin, je suis même reconnu pour être le sportif de la promo. Chose qu'on n'aurait jamais pensé quelques années avant. Donc, j'ai une détermination assez folle pendant tout l'hiver où je sais que je dois travailler sur mon objectif.
pour y arriver, parce que là je peux pas me permettre d'arriver comme sur l'Alpha Ironman, pas trop entraîné, je me dis ça passera pas. Donc je cumule plusieurs mois où j'ai une préparation régulière. C'est assez marrant, mais je me remémore, c'est les lundis d'entraînement où c'était les journées les plus difficiles. Je faisais 8h-17h en cours. Après j'allais nager jusqu'à 20h à la piscine. Je rentrais, je mangeais un bout. Je faisais du home trainer jusqu'à 22h30. Et puis derrière j'enchaînais avec une course à pied jusqu'à minuit. Et quand je prends un peu de recul maintenant, je me dis mais ces journées c'était monstrueux quoi d'arriver à faire ça. Rien qu'au-delà de la course, la préparation, c'était quelque chose de formidable. Je me retrouve les jeudis soirs à passer devant la boîte de nuit en train de courir, alors que mes camarades ils sont dans la file d'attente. J'ai vraiment une détermination énorme. Et d'un côté c'est assez dur parce que c'est le seul moment où je commence à avoir des amis, où je me sens en phase avec le groupe, la classe, où je rigole, et je suis obligé de sacrifier tous ces moments-là, que j'ai jamais connus au collège ni au lycée, où j'ai toujours été seul, j'ai jamais fait de soirée, je suis jamais sorti. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de février 2022, là, la préparation elle devient encore plus dure parce que la transition entre mes missions de licence et de master se sont pas faites dans mon entreprise. J'ai toujours plus de livrables à rendre. Et puis la préparation, il faut tenir un certain volume horaire. Et j'arrive plus, tout simplement, j'arrive plus. Et je commence à me perdre petit à petit à partir de février 2022. Et je commence à passer de l'autre côté de la file, c'est-à-dire là où je courais sur le trottoir d'en face, je commence à sortir avec les camarades parce que moi aussi j'ai envie de goûter à cette chose que j'ai jamais eue, à ces amis, à ces soirées. Enfin voilà quoi, jusqu'à 21 ans, j'ai jamais fait de soirée, je suis jamais sorti en boîte. Et là enfin je découvre des amis, et puis voilà, quand on commence à me dire Sylvain viens le jeudi soir, on va boire un coup, je me dis juste au début je sacrifie la natation, puis après je suis tellement bien que je sacrifie la course à pied qu'il y a derrière, ou alors je vais pas faire le vélo. Et la préparation est de plus en plus dure. Je commence à manger des fast-food un peu n'importe quand, à sortir tout le temps avec mes camarades, mais c'est dur d'être coupable parce que j'ai jamais eu ces moments-là quand j'étais jeune, et j'ai aussi envie de les vivre, et je me retrouve perdu entre tout ça quoi. Je me retrouve perdu entre me dire dans 3 mois t'as un Ironman, puis ça défile vite, après dans 2 mois t'as un Ironman, je vois que je tiens plus le volume horaire, que je commence à reprendre un peu de poids, même si c'est pas dramatique, forcément ça se ressent à l'entraînement, et je me dis que ça va être dur quoi, ça va être dur. Honnêtement, sur les 4 derniers mois avant l'Ironman, j'aligne qu'une semaine à plus de 10 heures d'entraînement, ce qui niveau préparation, c'est très faible. Et je m'en rendais pas compte, mais du coup, un mois avant l'Ironman, je me fais diagnostiquer par mon médecin comme étant en burn-out. Et c'est terrible parce que là, je vois tout s'effondrer en fait. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Je me retrouve face à mon échec, je me retrouve de nouveau dans cette situation où je suis pas capable. Je suis encore, je suis hyper violent avec moi-même quand je me parle, plus que ce que le sont les autres. Les autres, ils voient le sportif qui prend un peu de plaisir et qui est super sympa, voilà, qui se prend pas la tête, qui même s'il fait des Ironman, il vient boire un coup. Mais moi, à chaque soirée, je suis en train de m'insulter, de me dire mais qu'est-ce que tu fais ? C'est juste horrible comme situation à vivre de l'intérieur. Mon entraîneur, toutes les semaines, je suis en train de lui dire allez, t'inquiète pas, la semaine prochaine, je m'y remets, ça va le faire. Et en fait, je suis dans l'échec constant où j'arrive pas à valider mes semaines. Et à chaque fois, j'essaie de trouver des excuses. Et le burn-out, en fait, c'est une phase où la moindre tâche qu'on nous donne après, on n'est plus capable de la surmonter. Moi, je me souviens que dans les derniers moments, on m'envoyait un mail et rien que ça, en fait, je me sentais écroulé. Je me sentais écroulé par toute la charge que j'avais, par tous les rendus, par toutes les missions en entreprise, par tout l'entraînement. Et juste, en fait, je faisais plus rien parce que je me sentais plus capable de passer à l'action. Et même si j'ai fait quelques entraînements, j'arrive pas prêt quoi sur l'Ironman. J'arrive pas prêt. Mon arrêt maladie pour burn-out, il s'arrête 1 semaine avant l'Ironman. C'est un moment où je dois retourner en entreprise. Et c'est difficile parce que j'ai la tête qu'à l'Ironman. Et en fait, même à la fin de cet arrêt, je suis pas prêt, je me sens mal. Et tout simplement, j'explose. J'appelle mon école, j'appelle mon entreprise et je leur dis j'arrête tout. J'arrête tout parce que à ce moment-là, j'ai l'impression que je vais perdre la seule chose qu'il y a dans ma vie, c'est l'Ironman quoi. À ce moment-là, j'ai construit toute ma vie, toutes ces violences familiales, toute l'obésité, tout le harcèlement, toute ma vie, toute ma revanche de vie, elle est dans 1 semaine quoi. Et moi, je suis en train de tout détruire. Je peux pas retourner en entreprise, je peux pas retourner à l'école. Juste laissez-moi seul avec l'Ironman en fait. Je veux pas. Donc je quitte tout, c'est la première fois où
où j'abandonne, on va dire, les études. Hein. J'avais abordé mes études comme le sport. Parfois, quand je savais pas vraiment où j'étais, si j'étais à la bonne place, je me disais que c'est pas grave, c'était juste pas lâcher en fait. C'était un peu comme dans le sport. Et là, c'est la première fois où je lâche. Mais je me dis, voilà, maintenant t'as l'Ironman, t'as plus que ça. La dernière, 10 jours avant, juste avant de lâcher mon école, je valide la dernière séance importante qui va me faire me rendre compte quand même que même si j'arriverai jamais idéalement préparé, peut-être que je peux le faire. Parce que je vais terminer un 185 km à vélo. Je suis parti toute la journée. Derrière, j'ai couru 30 minutes. Et moi, ce dont j'avais le plus peur, c'était le vélo. Parce que je me suis toujours vu gros. Et pour moi, c'était le vélo, je devais traîner mon poids. Donc je me dis le jour où c'est la première fois où je passe 180 km. Ça va juste être une répétition dans une semaine. Et puis les jours, ils passent. Et arrive le week-end de l'Ironman. Je pars avec Vincent. Une nouvelle fois, on est ensemble. Et ça va m'aider parce que je sais qu'on l'a construit ensemble au final, cet Ironman. Même si lui, il est resté après dans le trail et que moi, je suis parti dans le triathlon. On était toujours là à se motiver, on était toujours là à se pousser. Même après, quand j'avais progressé, on se bataillait sur des chronos 10 km entre nous. On en rigolait. Mais voilà, on vit cette phase ensemble. Et la veille de course, je me rends compte que ça y est, j'y suis. Je vais m'en rendre compte au moment où on va chercher le dossard. C'est-à-dire que j'arrive, je leur donne mon nom, je m'appelle Sylvain Dugue. Et on va me tendre un bracelet. Et au moment où ils connaissent mon nom, ils vont sonner une cloche. Et là, les bénévoles, ils vont crier c'est son premier Ironman. Et c'est assez fou parce que je me retrouve avec tous les triathlètes autour qui se mettent à m'applaudir. Moi, je suis juste venu chercher mon dossard. Et je me dis, ok, putain, là, je vais faire un Ironman, quoi. Là, ça y est, j'y suis. Je peux pas faire marche arrière. Et ce petit bracelet qui me tendent, en fait, c'est un petit bracelet orange où il y a écrit I will become one. Donc, j'en deviendrai un. Et je le sais pas encore, mais je pense que c'est ce bracelet-là qui m'a sauvé ma course. Parce que je me dis, ce bracelet, ça va être ma préparation mentale. Je vais le garder. Et à chaque fois que je vais être dans le dur pendant la course, je vais regarder et je vais me dire oui, je vais en devenir un quoi. Je vais devenir un Ironman et je vais me remémorer toutes ces images que j'ai en tête où je suis obèse, où je me strappe les seins, où je vois mon père m'amener à l'arrière du camion pour aller faire prostituer ma belle-mère, où je le vois la tabasser avec l'œil au beurre noir, ou alors encore quand je suis séquestré chez lui, enfermé à devoir apprendre des textes par cœur. Tous ces moments-là, je me les remémore et je me dis, en fait, regarder ce bracelet, ça va me rappeler ça. Et ça va me rappeler que je suis pas là pour rien, quoi. Je suis là pour être Ironman, je suis là pour que Fatman devienne Ironman demain. Je prépare mes affaires et je pense que je fais la course avant la course, parce que le soir, c'est 23h. Et du coup, je commence à me rendre compte que ça y est, je suis un Ironman. Peu importe le résultat de demain, je suis un Ironman, parce que toutes les galères que j'ai traversées, je me suis construit en tant qu'homme pendant des années. Et puis je parle aussi de ces journées d'entraînement, galères, et je m'en rends compte avant, et je me couche avec la conviction que je vais y arriver. Le lendemain, ça y est, on se réveille avec Vincent, c'est assez tôt. C'est un moment particulier parce que il y a un peu d'appréhension. On est sur un week-end caniculaire au mois de mai. Ce jour-là, il va faire 34 degrés pendant toute la journée. Ça va pas me faciliter les choses. Et on se rapproche. Je pose mes derniers gels, mes dernières barres sur le vélo. Je me rapproche du départ. J'enfile ma combi. Vincent, il m'aide. Et puis voilà, c'est parti. Une nouvelle fois, la natation va très bien se passer puisque assez naturellement, même si je suis pas un excellent nageur, dans les catégories d'âge, je sors généralement dans le premier tiers. Et je nage ces 3800 mètres en 1h04. C'est le moment sympa de la journée où il fait frais. On a passé qu'1 heure à nager. Et puis là, je me lance à vélo. Et je me remémore les mots de mon entraîneur que j'ai croisé juste avant le départ, qui me dit prends ton temps aujourd'hui, c'est une grande balade. Parce que ça va être très long et ça va être difficile, quoi. Donc je pars à vélo, mais en fait, comme je nage très bien, je me retrouve perdu avec des gens qui derrière vont rouler très bien et vont courir très bien. Je suis pas à ma place à ce moment-là, à la transition 1. Et j'entends une dame crier « Allez William !» Et en fait, ce mec, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, il avait fait des performances de dingue. Et je me dis « Mais attends, c'est un truc de fou, je suis en train de jouer un truc, ça fait 1 heure que je cours, quoi, à ce moment-là. » Mais je me dis « Ah, c'est un truc de fou !» Et je vais le suivre pendant 40 km.
juste en étant dans mon monde, en me prenant un peu pour un pro, en me disant t'es en train de jouer un truc, peut-être tu vas aller à Hawaï. Et pas du tout. Pas du tout, la chaleur elle commence à monter au 40e kilomètre. Là je commence à me dire, bon Sylvain, tu vois bien que c'est pas ton allure, quoi. La journée elle va être longue. Déjà t'as pas fait la préparation. Tu vas te tuer à suivre des gars comme ça, c'est pas toi. Et là du coup forcément je décide de ralentir l'allure, de me caler un peu plus sur ma stratégie à moi, d'essayer de bien manger. Et forcément je vois beaucoup de monde me rattraper. Donc c'est un peu difficile dans la tête, mais je me dis ça va le faire, c'est long. Puis la température elle monte, il fait 34 degrés, ça y est. Et puis la fin du vélo elle est très difficile parce que la chaleur augmente. À Aix-en-Provence on termine par un col. Comme je l'ai dit, toute cette phase de burn-out m'a fait prendre beaucoup de poids. Donc le vélo je l'ai énormément subi quand même. Mon allure est diminuée, je pouvais pas le nier. Mais ce qui m'aidait c'était de regarder ce bracelet. Et aussi à chaque passage intermédiaire, quand on passait avec le vélo, j'entendais un petit bip. Et au moment où j'entendais le petit bip, je m'imaginais toutes les personnes qui étaient chez elles en train de recevoir la notification de Sylvain, il a passé le 80, il a passé le centième, il a passé le 120. Et même si l'allure descendait, j'étais en train de me dire, là ils sont en train de se dire, putain Sylvain il lâche pas quoi. Sylvain il avance. Et je pensais à tout ça et j'avançais au rythme des bips en fait. Je décomposais mon objectif par segment, plutôt que de voir les 180 km qui m'auraient découragé. Et j'avance, c'est comme ça que j'arrive au bout du vélo en 7 heures. La fin du vélo, elle est hyper importante parce que c'est ce moment-là aussi où je vais retrouver Vincent. Et ça va m'aider pour toute la fin. Parce qu'il va me transmettre les messages de tous les gens du club qui me suivent, qui m'ont aidé depuis le début. Il va me dire que tout le monde me soutient. Et puis, je vais pas avancer très vite. Sur Ironman, on n'a pas droit à mener l'allure, mais il va me suivre plus ou moins sur le parcours. Et il sera toujours là avec moi. Au final, il va faire tous les tours avec moi. De près ou de loin, il va me suivre. Et ça va m'aider énormément. Le premier tour, il se passe très bien, mais j'avais une grande peur. C'est parce que quand je suis sorti du parc à vélo, j'ai vu un homme allongé par terre, avec 3 pompiers autour. Et je me suis dit, ok Sylvain, t'es confiant pour terminer, tu sais que t'es un Ironman, mais le gars, ça fait peut-être 2 heures que lui il court, et peut-être dans 2 heures, c'est toi qui es allongé comme ça. C'est peut-être toi qui terminera pas les 42 km, parce qu'au final, il a fait 34 degrés, tu t'es peut-être pas très bien hydraté. Puis la course, elle est encore très longue. Je suis en train de commencer à courir dans les rues d'Aix-en-Provence, il est 17h, il fait une chaleur étouffante. Et puis j'essaye de manger, mais j'arrive plus trop à manger. J'arrive plus du tout à manger même. Le seul moment où je prendrai un gel dans la course, je vais limite le vomir. Je commence mon premier tour très bien, et puis deuxième tour, c'était des tours de 6 km, 7 km, on en avait 6 à faire. Jusqu'au semi-marathon, je vais avoir des crampes d'estomac, et du coup je me dis, la seule préoccupation, il faut boire. T'as que ça à faire si tu veux y arriver, parce qu'il y a que ça qui va faire que tu vas pas tomber. Même si t'es pas capable de manger, et derrière tu vas tenir. Et puis on commence à arriver ensuite au point de bascule, parce que le plus dur est fait, on a fait le semi. Et petit à petit, on se rend compte qu'on va y arriver. Ce qui était bien, moi j'ai le souvenir incroyable de l'Ironman de Aix, c'est les bénévoles. C'est le premier ravitaillement quand on passait, on nous faisait Inola. Le deuxième, c'était des gens qui me reconnaissaient de loin, qui me préparaient un verre de coca avant même que j'arrive. Ils criaient, il y a Sylvain qui arrive, sortez-lui du coca. Et le troisième, on me versait de l'eau glacée sur la tête à chaque fois. Et voilà, il y avait une blague qui était faite et ça repartait. Et en fait, j'avançais au rythme des ravitaillements, c'était formidable. Pendant ces 4e et 5e tours, c'est le moment où, de nouveau, comme sur le trail de 65 km, j'ai les larmes qui viennent avant même de terminer. Parce que je me dis, ça y est, tu vas le faire. Je me rends compte que je vais y arriver. Je me retiens à chaque fois de pleurer, je pleure pas. Au moment où ça arrive, je me dis, contrôle-toi. Il te reste 2 tours, il t'en reste 3, Enfin, c'est pas fait, quoi. C'est pas fait, et garde ça, ça te permet de t'hydrater, ne pleure pas. Et je me dis, tu pleureras à l'arrivée, quoi. Et puis arrive le dernier tour, là c'est formidable parce que je recroise, à ce moment-là, je débute le dernier tour, je croise des personnes qui m'encourageaient sur, de mon équipe d'entraînement. Je croise tout le groupe de triathlètes que j'ai rencontré à Nîmes quand j'étais en licence, avec qui je me suis entraîné. Eux, ils avaient fait le 73 et puis ils me croisent sur le dernier tour, ils me gueulent tous dessus, on se prend dans les bras. Enfin, ça y est, c'est fou, quoi, je vais le faire. Et puis 200 mètres avant la ligne, je vais croiser
mon entraîneur, qui lui aussi était sur le full Ironman. Et de le revoir en fait à l'arrivée, ça m'a rassuré, puis ça m'a fait du bien quoi, de voir qu'il était là, qu'il m'avait soutenu, qu'il avait fait l'effort de revenir même si ça n'avait pas été facile pour lui de ne pas pouvoir terminer. Et puis je savais pas comment exprimer cette victoire, l'accomplissement d'une vie. Au moment où je me suis dit, je pleure, je crie, je fais rien, je savais pas et juste j'ai hurlé quoi. J'ai hurlé, j'ai passé la ligne et en 3 fois, 3 hurlements où vraiment j'ai la rage, je serre les poings. C'est le premier jour à ce moment-là où je peux dire bah voilà, celui qu'on a longtemps appelé Fatman est devenu Ironman. Et puis un des moments symboliques aussi, c'est je passe à la ligne d'arrivée, on me tend une bouteille d'eau et la médaille. On me tend la bouteille en premier, je leur dis non s'il vous plaît, donnez-moi la médaille parce que je l'ai mérité, j'en ai tellement chié. Enfin c'était un truc de fou. C'était un truc de fou et j'ai réussi. Ce que je retiens de mon aventure sportive, c'est de pas rester seul, de trouver un groupe. Moi, ça m'a tellement aidé à partir du moment où j'ai eu cette main tendue de Vincent, que j'ai retrouvé ce club qui m'a aidé. Moi, sans cette bienveillance, à 16 ans, je sais pas ce que je serais devenu si Vincent il m'avait pas tendu la main. Je pense que j'aurais juste continué à perdre confiance, à me retrouver dans cette spirale négative. Mes rêves d'être un jour un athlète, ce serait resté des rêves en fait. Il n'y aurait jamais eu d'Ironman, il n'y aurait jamais eu de 10 km. C'est ce que je retiens de cette aventure, c'est vraiment qu'il faut s'entourer, il faut avancer ensemble. Parce que certes, il y a eu des gens qui m'ont causé du tort dans mon enfance, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à devenir un Ironman. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.